Parmi les sujets sur lesquels Donald Trump a multiplié les mesures depuis son arrivée au pouvoir lundi, il y a la question de l'immigration. Les mesures adoptées cette semaine sont un tournant majeur dans la politique menée par les États-Unis. Mais de quoi parle-t-on exactement et pourquoi les réactions sont aussi nombreuses depuis lundi? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je voulais simplement vous remercier pour tous vos retours sur l'interview de Vincent Lindon. Interview qu'on a publiée hier du coup sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format ainsi qu'en podcast audio. Globalement dans cette interview on parle quasiment pas en fait de cinéma, on aborde plein de sujets différents et visiblement c'est ce qui vous a beaucoup plu et touché, donc merci vraiment pour vos retours et je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent l'écouter. Alors lors de son discours d'investiture, Donald Trump a promis, je cite, de renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent, et on va reparler du projet de déportation ou d'expulsion massive et on va commencer avec la mesure la plus récente, c'est le Laken-Riley Act qui a été adopté à 263 voix contre 156 à la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Cette loi, elle tire son nom de Laken Riley, une étudiante de 22 ans tuée en février 2024 par un immigré vénézuélien en situation irrégulière. Il s'appelle José Antonio Ibarra. Il avait déjà été arrêté pour vol à l'étalage. Il a finalement été condamné à la prison à perpétuité. Et donc je le disais, la mesure qui a été votée cette semaine, elle impose la détention automatique des migrants en situation irrégulière qui auraient été soit inculpés ou condamnés pour certains délits. Alors ça peut être des délits comme du vol ou une agression contre des forces de l'ordre. Et l'objectif affiché publiquement par Donald Trump, c'est d'essayer de réduire la criminalité liée à l'immigration clandestine et de protéger les communautés locales. À noter que ce texte, il permet aussi aux procureurs généraux des États de poursuivre le gouvernement fédéral, donc le gouvernement à l'échelle de tous les États, s'ils estiment que les lois sur l'immigration ne sont pas correctement appliquée. Mais cette première mesure, elle fait beaucoup débat. On peut noter par exemple que la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui est du camp donc de Joe Biden, a mis en garde contre, je cite, une pente glissante susceptible d'éroder l'état de droit. Par ailleurs, des organisations de défense des droits de l'homme estiment que la détention obligatoire de migrants qui seraient donc inculpés mais pas forcément encore condamnés, parce que on le rappelle, une inculpation ne veut pas forcément dire qu'il y a une condamnation derrière. Bref, ces organisations estiment que ces détentions pourraient violer le droit à une procédure équitable et mener dans certains cas à des détentions arbitraires. Par ailleurs, on peut noter que certains élus démocrates ont dénoncé un coût important en avançant le chiffre de 83 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, ce qui soulève donc certaines questions, mais il faut tout de même noter que sur cette mesure précise, celle qu'on est en train d'évoquer juste là, eh bien, il n'y a pas que les républicains qui l'ont adopté. On peut noter qu'il y a une quarantaine d'élus démocrates qui ont approuvé ce texte à la Chambre des représentants. Autre mesure qui a été adoptée cette semaine par Donald Trump et que l'on peut noter, il a bloqué jusqu'à nouvel ordre les arrivées aux États-Unis de migrants qui ont demandé l'asile dans leur pays d'origine. Et ces arrivées ont été bloquées, y compris pour les personnes qui avaient obtenu un droit d'asile ces derniers jours. Alors pour rappel, le droit d'asile, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à une personne persécutée dans son pays de trouver protection dans un autre État. Et donc pour ce droit d'asile, il faut effectuer une demande qui se voit validée ou non par le pays. Sauf que là, vous l'aurez compris, toutes les procédures ont été bloquées, y compris donc pour certaines personnes qui venaient d'avoir leur validation. Résultat, des dizaines de milliers de personnes sont actuellement bloquées au Mexique, à la frontière donc avec les États-Unis, ce qui a déclenché une forme de panique et d'incompréhension chez un certain nombre de personnes qui sont présentes sur place. Et simplement pour préciser ici, quand on dit que ça a été bloqué, c'est très simple. Il y a notamment une plateforme qui avait été lancée par l'administration de Joe Biden qui vise à permettre aux personnes qui se situent par exemple au Mexique et qui souhaitent faire leurs demandes, qui souhaitent organiser des rendez-vous, eh bien cette plateforme a été tout simplement fermée directement par l'administration de Donald Trump. En tout cas, toujours sur cette question de la frontière, Donald Trump a proclamé dès son investiture une urgence nationale à la frontière avec le Mexique, autorisant le déploiement de l'armée pour renforcer la sécurité frontalière. Résultat, il y a près de 1500 militaires qui vont être envoyés à la frontière avec le Mexique, rejoignant les 2200 soldats et 4500 gardes nationaux qui sont déjà déployés. À noter cependant que, en théorie, ils n'ont pas l'autorisation d'arrêter des migrants clandestins. D'après un document du service des douanes et de la protection des frontières qui a été obtenu par le journal américain The Washington Post, ce document, je cite, ordonne aux agents frontaliers d'empêcher l'entrée des migrants et
ce au motif, je cite toujours, qu'ils ont traversé des pays où des maladies transmissibles sont présentes, même si le document ne cite pas de menaces sanitaires spécifiques. Bon, et pour revenir à cette question des demandes d'asile, ce qu'on peut noter aussi, c'est que 2 responsables des douanes et de la protection des frontières, qui ont voulu rester anonymes, ont déclaré aux médias CBS que désormais, les migrants qui entrent illégalement aux États-Unis ne pourraient plus rencontrer un juge de l'immigration ou un agent chargé des demandes d'asile. Et ce qu'il faut comprendre sur tout ça, c'est que, en théorie, au regard du droit international, les États-Unis ont en théorie l'obligation de protéger les personnes qui fuient des persécutions et de ne pas les renvoyer donc dans un pays où elles risquent d'être en danger. Maintenant là-dessus, il faut quand même nuancer la différence qu'il y aurait entre Donald Trump et Joe Biden. Sur ce point précis, on peut quand même noter que l'ex-président américain Joe Biden avait instauré lui aussi des restrictions majeures sur l'accueil des réfugiés. Il avait notamment exclu du droit d'asile la plupart des personnes et des migrants qui étaient entrés illégalement par la frontière avec le Mexique. Cependant, à l'époque, en cas d'expulsion, ils avaient tout de même la possibilité de plaider leur cause devant l'administration américaine s'ils affirmaient risquer des violences dans leur pays d'origine. Autre élément majeur que l'on peut noter, Trump a signé ce lundi un décret qui remet en cause le droit du sol. Le droit du sol, qu'est-ce que c'est? C'est donc ce principe selon lequel une personne obtient automatiquement la nationalité du pays où elle est née, et ce, indépendamment de la nationalité de ses parents. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve en France, on le retrouve aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est garanti par la Constitution américaine, donc la norme suprême du pays. Sauf que Trump souhaite y mettre fin, et pour changer tout ça, il va devoir faire adopter tout ça via un vote aux 2/3 par le Sénat ainsi que par la Chambre des représentants. Sauf que là-dessus, ça semble plus compliqué pour Donald Trump puisque les démocrates semblent y être opposés. Ils représentent quasiment la moitié des 2 chambres. Je rentre pas dans les détails, mais il y a aussi une question de ratification, donc de validation de la mesure par les 50 États américains. Là aussi, de nombreux États s'opposent à cette suppression du droit du sol. Bon, parmi les sujets, il y a aussi la question de la reprise de la construction du mur, mais l'élément peut-être qui fait le plus parler, c'est la question de ces déportations ou de ces expulsions de masse. Pour donner le contexte, les autorités estiment qu'il y a environ 11 millions de personnes sur une population de 334 millions de personnes qui vivent illégalement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en théorie, ils n'ont pas le titre de séjour pour rester. Donald Trump souhaite donc organiser cette expulsion massive, c'était l'un des éléments phares de sa campagne. Sauf que, je le disais, en face, beaucoup s'y opposent, certains à l'échelle locale, on vient de le dire. Il y a aussi des ONG, par exemple l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, qui s'inquiète notamment que, je cite, « Cela sème le chaos et la peur parmi les communautés à travers le pays et les personnes qui tentent de chercher la sécurité aux États-Unis. » Dans le même sens, le pape François a estimé que ce projet serait, je cite, une honte. Alors sur ce sujet des expulsions massives, que ce soit du côté du plan de Donald Trump ou des réactions et du débat autour de tout ça, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques jours. Je vous mets dans tous les cas des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un nouvel incendie s'est déclenché ce mercredi au nord de Los Angeles, aux États-Unis, alors que la ville fait déjà face à plusieurs incendies dévastateurs depuis plus de 2 semaines qui ont fait au moins 27 morts. Ce nouvel incendie a déjà entraîné 31 000 ordres d'évacuation et détruit 3 800 hectares, soit l'équivalent de la superficie de la ville de Dijon. Les flammes ont été attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui favorisent la propagation des incendies, en plus de la sécheresse. Au moment où je tourne, plus de 4 600 pompiers, accompagnés d'avions et d'hélicoptères, sont sur place. Le chef des pompiers du comté de Los Angeles a indiqué, je cite, que l'incendie demeure difficile à contenir, mais qu'ils étaient en train de prendre le dessus. En tout cas, les services météo ont émis une alerte au vent fort jusqu'à vendredi matin. Deuxième actu, en France, 49 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2024, dont 14 tonnes dans la ville portuaire du Havre, au nord de la France. C'est ce qu'a appris France Info de sources policières ce jeudi. En 2023, 23 tonnes de cocaïne avaient été saisies, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 75% de cette cocaïne saisie par la police est arrivée donc par voie maritime. À noter que selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publiée la semaine dernière, la cocaïne est le 2e produit illicite le plus consommé en France. 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois dans l'année en 2023 en France, contre 600 000 en 2022 selon le rapport. Parallèlement à ça, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce jeudi que la prison de haute sécurité dont il avait parlé il y a quelques semaines et qui est destinée aux 100 trafiquants de drogue les plus dangereux ouvrira le 31 juillet, sans préciser le lieu pour autant. On suivra ça. Troisième actu, l'eau potable en France est massivement contaminée par les polluants éternels, selon une enquête des associations UFC Que Choisir et Génération Future. Les PFAS, donc les polluants éternels, ce sont des substances chimiques qui sont très résistantes et qui se dégradent peu, ce qui fait qu'elles restent dans les sols, l'air, l'eau et dans notre chaîne alimentaire très longtemps. Il y en a dans les objets du quotidien, comme certaines poêles ou encore des produits de nettoyage. Concrètement, les 2 associations ont analysé
analysé 33 types de polluants éternels dans 30 communes françaises. Et par exemple, le TFA, qui est un résidu de certains pesticides, a été détecté dans 24 prélèvements sur 30. Et dans 20 communes, il dépasse à lui seul la norme référence en Europe qui entrera en vigueur en 2026. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, toujours en France, le nombre d'actes antisémites a atteint un niveau historique en 2024 pour la deuxième année consécutive, avec 1570 actes recensés. C'est ce qu'a révélé le rapport annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, publié ce mercredi. Alors il s'agit d'une baisse de 6,3% sur un an, mais il faut noter que l'année 2023 avait déjà enregistré des niveaux records d'actes antisémites, avec une explosion des actes après le 7 octobre. 518 des actes recensés en 2024, soit plus de 30%, faisaient explicitement référence à la question de la Palestine, selon ce rapport. Au total, 65% des actes antisémites signalés ont concerné des atteintes à la personne, tels que des propos ou gestes menaçants, voire des violences physiques. À noter que ces chiffres ne recouvrent que les actes ayant fait l'objet d'une plainte et non l'ensemble du phénomène de l'antisémitisme en France, selon le président du CRIF. Cinquième actu, le programme d'éducation à la sexualité dans les écoles a été remanié par la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, selon BFM TV. La version précédente avait été défendue par l'ancienne ministre de l'Éducation, Anne Genetet. Quelques changements sont à noter. Le terme identité de genre n'est cité plus que 7 fois contre 17 dans l'ancienne version. La théorie du genre, elle, n'apparaît dans aucune des versions, alors que ce point avait particulièrement fait débat auprès de la droite, qui estimait que le sujet n'avait pas sa place dans les écoles. La théorie du genre, c'est une expression qui est notamment utilisée par la droite conservatrice, qui dénonce les études et enseignements qui portent sur la différence entre sexe et genre. Par ailleurs, une question sur l'asexualité, donc l'absence d'attirance sexuelle envers quelqu'un d'autre, a été retirée. Elisabeth Borne a déclaré auprès de France Inter ce jeudi que ce programme porterait sur la vie affective et relationnelle dans le premier degré, donc de la maternelle au CM2, et que les questions d'éducation à la sexualité seraient abordées dans le second degré, donc à partir du collège jusqu'au lycée. En tout cas, ce programme doit entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire dans toutes les écoles, collèges et lycées, et prévoit 3 séances annuelles. Et on finit avec cette actu, la Thaïlande est devenue le premier pays d'Asie du Sud-Est à célébrer des mariages pour les couples de même sexe ce jeudi. Alors la loi avait été promulguée en septembre, mais donc aujourd'hui c'était l'entrée en vigueur du texte. Cette nouvelle loi ne comporte plus de références genrées et donne aux couples homosexuels les mêmes droits en matière d'héritage, de propriété ou d'adoption que les couples hétérosexuels. Avec cette nouvelle loi, la Thaïlande est devenue le territoire d'Asie le plus peuplé à reconnaître le mariage gay, devant Taïwan et le Népal. C'est une avancée significative quand on sait que l'homosexualité reste illégale dans la moitié des pays d'Asie et peut même être punie d'une peine de prison. C'est le cas en Birmanie et en Malaisie. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais, pour découvrir l'interview de Vincent Lindon, le lien est en description. Merci encore pour vos retours et vous pouvez l'écouter en version podcast aussi désormais. Vous tapez Hugo Décrypte interview, vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.